j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo très spéciale. J'ai jamais fait ça encore sur ma chaîne. On va aujourd'hui tester ensemble, crash tester en fait, des recettes véganes pour Noël. Ça veut dire que ces recettes, c'est la première fois que je les teste. Je les ai écrites en fait en m'inspirant de choses qui existent déjà sur internet. En général, c'est un peu comme ça qu'on crée une recette végane. On s'inspire soit des produits qui existent déjà dans les magasins et on regarde un petit peu leur compo, soit de recettes qui existent déjà sur internet. Ensuite, on fait un peu des recoupements de toutes les informations qu'on connaît, que ce soit en cuisine stricte, que ce soit sur les recettes des gens, et après en fait on fait un peu son propre micmac pour créer sa propre recette. Sauf que évidemment quand on fait ça, eh bien il faut tester plusieurs fois ses propres recettes, déjà pour faire en sorte qu'elles soient les nôtres, mais aussi pour faire en sorte qu'elles soient absolument délicieuses, qu'elles soient la meilleure possible pour vous avant de vous les partager. Aujourd'hui du coup je fais les choses un petit peu différemment. Je vais en fait vous emmener avec moi dans ma cuisine pour tous ces essais en fait de cuisine. Aujourd'hui on va tester 3 recettes ensemble spécifiquement pour Noël. La première ça va être une recette de saumon fumé vegan. Il y a beaucoup de recettes qui existent sur internet et elles se ressemblent toutes à peu près. Mais moi je voudrais faire une cuisson que j'ai vue un petit peu mais pas forcément partout. Vous allez voir, c'est une cuisson un peu spéciale. La deuxième recette c'est une recette de bûche de Noël vegan. Je vais essayer de faire une bûche vraiment très classique avec un biscuit bien moelleux qui soit plutôt à la vanille et avec une crème au chocolat, une ganache et à la fois également un glaçage. Et la troisième recette va être une recette de blinis parce que je sais que les blinis on mange souvent à Noël justement avec du saumon fumé, donc comme ça il y aura 2 recettes complémentaires dans cette vidéo. Sans plus tarder, c'est parti, je vous emmène dans ma cuisine. Les carottes ne sont pas encore cuites et ça tombe bien puisqu'on va pouvoir les utiliser pour réaliser notre saumon fumé vegan. Dans les recettes que j'ai vues, il y a plusieurs façons de cuire les carottes. La première que j'ai vue c'était à l'eau. Ensuite j'ai vu des personnes qui cuisaient les carottes tout simplement à la vapeur. Et j'ai vu d'autres personnes qui cuisaient les carottes dans une croûte de sel. Moi la version croûte de sel me paraît la plus intéressante. D'ailleurs la carotte, pour être honnête, ne paraît pas être le légume le plus opportun en termes de saveur et de texture pour reproduire le saumon. Moi j'aurais pensé peut-être à de la betterave jaune. Mais j'essaye de rendre les recettes accessibles et franchement je sais que tout le monde ne va pas trouver des betteraves jaunes pour Noël. De 2 ça ressemble beaucoup plus évidemment avec des carottes, donc ça c'est assez bien. Et puis de 3 bah c'est vraiment toutes les recettes que j'ai vues sur internet le font avec de la carotte, donc j'aurais été très originale de faire avec de la betterave, mais pourquoi pas. Donc si vous trouvez des betteraves jaunes et que vous avez envie de tester et d'être aventureuse avec cette recette, bah n'hésitez pas. Ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais laver mes carottes, je vais les passer sous l'eau et je vais les garder un petit peu humides. En fait pour faire des légumes au sel, il faut utiliser un sel qui soit naturellement humide, donc idéalement un gros sel de Guérande, mais comme moi je n'en ai pas, j'ai un sel de mer tout simple et je sais pas si ça sera aussi salé du coup que du sel de Guérande, et bien j'ai préféré tout simplement garder en fait les carottes qui soient un tout petit peu humides après avoir été lavées. Donc on va s'occuper de notre plat à four. Important, il faut couvrir votre plat dans le fond, sinon le sel ça a tendance à faire des marques. Donc pour ma part je mets tout simplement du papier cuisson et ensuite je vais venir mettre du sel, donc du coup du gros sel de mer dans le fond. On va mettre une couche dans tout le fond. En général il faut utiliser pas mal de sel pour ce type de recette, ça tombe bien parce que le sel ne coûte vraiment pas cher, donc c'est pas embêtant, mais à chaque fois qu'on fait des légumes en croûte de sel, forcément on utilise pas mal de sel. Donc voilà, je viens faire une couche, et ça c'est ma petite touche personnelle, je vais ajouter du sel fumé. Alors le sel fumé, c'est un sel fumé que j'achète chez Vélan, qui est une épicerie indienne à Paris, passage Brady, juste à côté de la gare de l'Est. Je sais très bien que c'est un ingrédient qui est pas accessible à tout le monde de toute évidence, je sais pas du tout s'ils vendent sur internet, mais en tout cas moi je prends toujours le sel fumé au bois du coup, donc il y a bois de sapin, il y a bois de hêtre, et vraiment je vous assure, la donc la saveur et l'odeur sont incroyablissimes. Et du coup comme en fait le sel va venir s'infuser un petit peu dans les carottes lors de la cuisson, et bien en mettant quelque chose de fumé ça va également infuser les carottes. Donc pour ça c'est très intéressant puisque de toute façon là on essaie d'imiter du saumon fumé. Donc je vais venir mettre une cuillère à café bombée et comme c'est très parfumé en fait je pense que ça suffira. Je vais venir mélanger avec le sel blanc et j'ajoute ensuite mes carottes. Donc je vais les poser dans le sel en quinconce. Et du coup on va venir remettre du sel au dessus. Ce que je vais faire c'est que je vais remettre directement du sel fumé. J'espère que ça va tenir un petit peu sur les carottes. J'en mets une cuillère à café supplémentaire. Voilà, un peu dessus comme ça. Ensuite je viens ajouter du coup mon gros sel sur le dessus.
Donc là j'ai utilisé environ 500 g de gros sel et du coup 2 cuillères à café de sel fumé. Je sais qu'on peut également utiliser du thé noir fumé et je me dis peut-être qu'on aurait pu également au lieu du sel fumé mettre ça dans la croûte. Ce serait à tester également chez vous si vous le souhaitez. Sachez de toute façon que moi je teste cette recette, je la testerai peut-être à nouveau hors écran et une fois que j'aurai obtenu la recette vraiment adéquate, et bien elle sera disponible en shorts sur YouTube ou en réel sur Instagram. Je vais enfourner tout ça à 200 degrés pendant, de ce que j'ai vu, au moins 1 heure. Donc voilà, pareil, je vais surveiller la cuisson et puis bah, je vous tiendrai au courant. Pendant que les carottes cuisent au four, on ne va pas perdre de temps parce qu'on a encore 2 recettes sur la planche et on va commencer à réaliser notre biscuit roulé pour faire notre bûche de Noël. Donc pour cela, on va commencer à mettre un lait végétal, idéalement amande ou soja, préférablement vraiment soja. Donc on va mettre ça dans un petit récipient et on ajoute 1 cuillère à café de vinaigre de cidre. Donc ça va nous aider à faire du lait ribot en quelque sorte, mais végétal, c'est-à-dire que ça va faire cailler le lait tout doucement. C'est assez fou parce que c'est vraiment instantané. Regardez, je viens de le mettre. Je sais pas si vous verrez. Le lait est déjà plus épais. C'est assez ouf. Donc on laisse ça de côté. Dans un saladier, on va venir tamiser de la farine. Donc il faut de la farine extra fine. Et je la tamise pour la même raison en fait qu'il faut de la farine extra fine, c'est-à-dire pour que le biscuit soit vraiment bien léger. Et c'est vrai que c'est vraiment un défi de faire un biscuit roulé sans œufs. Parce que d'habitude en fait on fait fouetter les œufs avec un petit peu de sucre et le reste des ingrédients pour vraiment obtenir ce côté très monté en fait et très léger de la ganache roulée. Mais là du coup on va essayer de faire différemment avec notamment le lait caillé que vous avez vu à l'instant. Je tamise également un petit peu de levure chimique que je mélange avec un petit peu de bicarbonate. Le bicarbonate va réagir avec le vinaigre de cidre et ça c'est vraiment parfait parce que ça va permettre d'avoir un biscuit qui soit encore plus moelleux, encore plus monté. De la même façon, je vais mettre mon saladier de côté et maintenant on va réaliser du sucre glace maison. Vous allez voir, pour ça, rien de plus simple. Donc je vais mettre mon petit robot que j'utilise pour mixer mes épices. C'est vraiment un tout petit robot parce que sinon pour mixer les épices on a souvent du mal à le faire dans un blender classique. Et je l'utilise pas que pour ça en fait, j'utilise pour mixer également mes graines de lin et mes graines de chia. Et du coup je l'utilise également pour faire mon sucre glace maison parce que ça coûte beaucoup moins cher plutôt que d'acheter 2 sucres différents. Et c'est un petit robot que j'ai acheté sur Coro. Donc voilà, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée ni rien du tout, mais juste c'est un bon plan si ça vous intéresse. Je l'ai acheté là-bas, je vous le linkerai en description. Et une fois que j'ai mis mon sucre dedans et que j'ai branché mon petit robot, et bien tout simplement je vais venir mixer tout ça. C'est assez fou à quel point c'est rapide, regardez le résultat tellement fin que j'obtiens. J'ajoute mon sucre glace à mes autres ingrédients que j'ai tamisés et là pour le coup comme ça a été mixé vraiment il n'y a aucun grumeau, donc je n'ai pas besoin de tamiser le sucre glace. Mais si vous avez du sucre glace que vous avez acheté en supermarché etc, surtout tamisez-le parce que vraiment le sucre glace ça fait des grumeaux à coup sûr. Je mélange les poudres au fouet pour être sûr d'avoir quelque chose de bien homogène. Dans un second saladier, je vais venir mettre mes ingrédients liquides. Donc j'utilise de l'huile de tournesol pour mon huile de cuisson. Comme ça, ce sera vraiment un goût très neutre. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on veut. J'y ajoute mon lait caillé. Et également une cuillerée à café d'essence de vanille. Je viens mélanger tout ça au fouet, sachant que du coup, c'est normal si l'huile ne se mélange pas totalement avec le reste. Puisque l'huile a toujours du mal à se mélanger à l'eau. Et je vais venir en fait ajouter petit à petit mes ingrédients solides dans mes ingrédients liquides. Tout en fouettant. Ça y est, j'ai mélangé le tout ensemble, c'était très facile. Et honnêtement, je suis très contente de la pâte que j'obtiens. Vous voyez, c'est une pâte qui est quand même assez liquide. Et ça, c'est ce qu'on veut en fait, parce que pour le biscuit de cette façon, le biscuit roulé comme on l'appelle, eh bien il faut quand même une pâte qui soit quand même assez liquide. Sinon ça va pas donner quelque chose qui soit vraiment moelleux comme on veut pour le biscuit. Puisque après, il va falloir qu'on le roule. Donc il faut vraiment qu'il soit bien souple. Alors là les amis, j'ai sorti l'artillerie lourde. Oui, j'ai investi dans un moule en silicone. Alors vraiment, vous ne me verrez pas acheter un moule en silicone tous les 4 matins parce que je suis pas très fan du silicone au four, même si c'est du silicone de super qualité, machin et tout. Celui-là, apparemment, le marketing l'a vanté comme étant de super qualité. En plus, je sais pas si c'était vraiment la meilleure idée d'acheter ça parce que je pense que j'aurais pu utiliser ma plaque à four. Ce que je vais faire, comme c'est la première fois que je l'utilise, eh bien, je vais quand même un petit peu le graisser parce que c'est ce qui est écrit sur l'emballage, tout simplement. Vous avez vu, les amis, maintenant j'ai un pinceau, un pinceau culinaire. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'en avais pas pendant très longtemps. Donc voilà, j'ai mon petit pinceau en bois et je vais pouvoir graisser mon moule, même si comme dit c'est totalement facultatif. Si vous avez déjà utilisé votre moule, de toute façon je pense que vous le connaissez mieux que moi. Et du coup comme dit, si vous en avez pas, n'hésitez pas du coup à utiliser tout simplement du papier cuisson que vous allez mettre en fait sur votre plaque de four. Et comme ça formera très sincèrement à peu près le même biscuit mais juste sur votre plaque à four. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais venir mettre la pâte dessus en espérant que ça corresponde bien à la taille.
On n'hésite pas à utiliser une spatule pour venir récupérer toutes les dernières gouttes de cette pâte. Surtout que je vois qu'on n'en a pas énormément par rapport au moule. Donc bah écoutez, j'espère que ça ira. Encore une fois, bah, c'est un test aujourd'hui, donc si ça va pas, je saurai que pour un moule de cette taille, il faudra que je fasse la pâte fois 1,5 par exemple. Comme ma pâte ne va pas naturellement dans tous les recoins, je vais venir m'en occuper avec la spatule. Alors moi ça ne me gêne pas que le biscuit au final soit assez fin, puisque étant donné qu'on va le rouler, je préfère que ce soit fin plutôt que ce soit un peu, vous savez, étouffe chrétien avec vraiment trop de pâte et un mauvais équilibre entre la ganache de la bûche et bah, du coup le biscuit de la bûche. Donc ça me dérange pas, mais je trouve quand même qu'il est quand même très très fin. On verra. En tous les cas, regardez, j'ai réussi à faire aller la pâte dans absolument tous les recoins. Donc ça c'est plutôt pas mal. Très important, mais j'ai baissé la température de mon four à 170 degrés. Je l'ai fait il y a de ça plus de 10 minutes pour être vraiment sûr que mon four ne soit pas trop chaud. Parce que c'est hyper important pour les biscuits roulés qu'ils ne soient pas trop cuits. Sinon, ils ne pourront pas se rouler en fait. Ils vont se casser. Ça, c'est vraiment une astuce importante au niveau de la cuisson. Et je vais venir du coup enfourner ça au-dessus de mes carottes pour 12 à 15 minutes. Comme dit, il faut vraiment surveiller que le biscuit ne devienne pas en fait trop foncé. Vraiment à peine lorsqu'il aura commencé un tout petit peu à dorer, il faudra arrêter la cuisson. Donc c'est parti. Je m'attelle à présent à la réalisation d'une pâte à blinis. Alors je la fais dès maintenant, même si le reste cuit, parce que c'est une pâte qui a besoin de repos, tout simplement. Je tamise ma farine dans un premier temps, pareil, toujours dans l'objectif d'avoir quelque chose qui soit bien moelleux, bien aérien, et c'est vraiment ce qu'on veut avec les blinis. Je tamise également ma levure chimique, donc là je mets pas mal de levure chimique, toujours pour la raison que je viens de citer, c'est-à-dire le fait que les blinis soient quand même très aériens, bien gonflés, etc. Et pour cette recette, pour le coup, j'ai pris une recette omnivore et tout simplement, j'ai véganisé comme je pensais que ce serait le plus adéquat l'œuf de la recette. C'est-à-dire pour info que j'ai remplacé l'œuf par du yaourt de soja. Il faut savoir qu'un œuf en pâtisserie, ça peut très facilement se remplacer par 60 g de yaourt de soja. Vraiment, ça fonctionne extrêmement bien. Je viens d'ajouter une pincée de sel également. Je mélange les poudres. Et je vais y ajouter, comme dit, mon yaourt de soja. Sachez qu'en Allemagne, si vous ne regardez pas mes retours de courses, vous ne le savez pas, mais sinon vous le savez, en Allemagne, ils ont sorti vraiment une série de yaourts de la marque Edeka, donc c'est comme Leclerc, la marque Leclerc ou la marque Carrefour ou ce genre de choses. Et sachez que les 500 g de yaourt de soja nature, sans sucre ajouté, avec du soja qui vient de France, donc c'est top, et également complémenté en calcium et en vitamine B12, vraiment le produit parfait, et bien ce produit là il est à 85 centimes, c'est pas incroyable. Je crois me souvenir qu'en France ça tourne au moins autour des 1,60 €, donc vraiment je suis trop contente. Je viens en mettre du coup dans ma pâte, et là on peut y aller puisqu'il nous en faut 210 g. Je viens mélanger tous les ingrédients ensemble. Et voilà la pâte que j'obtiens. Alors pour être honnête, je suis pas spécialement satisfaite de cette pâte. Il me semble me souvenir quand même que la pâte à blinis est quand même plus liquide que ça. Bon, je peux continuer à mélanger pour voir, mais j'aime pas trop surmélanger les pâtes. Et du coup, ce que je vais faire en fait dans ces cas-là, en général quand j'ai un petit doute en cuisine comme ça, c'est que je vais aller voir sur YouTube une recette de blinis tout à fait classique, juste pour me référer en fait à la texture de la pâte. Et puis du coup comme ça me donnera une indication. Alors je suis à 10 minutes et demie de cuisson, maintenant 11 de mon biscuit, et même si ça n'a pas fait toute la cuisson, je vois qu'il est déjà un petit peu doré. Du coup je vais le sortir du four. Je pense que c'est potentiellement justement parce que mon biscuit est vraiment très fin. Et maintenant je vais pouvoir remonter le feu à 200 degrés pour que mes carottes continuent de cuire pour le reste de leur temps, pour obtenir en fait 1 heure de temps de cuisson. Au niveau du biscuit de la génoise, on en est là. Je trouve quand même qu'il est vraiment bien cuit sur les côtés, donc je pense qu'il faudrait le faire cuire encore moins longtemps, mais surtout je pense honnêtement qu'il faudrait vraiment que je fasse la recette fois 1,5, parce que là mon biscuit est vraiment extrêmement fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite m'occuper un petit peu de le rouler. J'ai laissé ma génoise refroidir seulement quelques secondes. Je vais pouvoir venir la saupoudrer avec un petit peu de sucre glace pour ne pas qu'elle ne colle plus tard. J'ai sorti un torchon propre et je viens également le saupoudrer de sucre glace, encore une fois pour ne pas que le biscuit colle. Alors là on est sur un moment quand même charnière de cette recette. Je vais venir prendre le biscuit qui a commencé à refroidir et je vais le mettre retourné sur le torchon. Ouh, j'ai mis du sucre glace partout. Alors le ménage va être sympa. Je vais pouvoir venir enlever le moule de ma génoise, et là ce qui est chouette quand même c'est que ça se décolle extrêmement bien. Et du coup ce que je vais faire c'est tout simple, je vais venir rouler un petit peu ma bûche. Peut-être que je vais encore remettre du sucre glace je pense au dessus, et une fois que c'est fait du coup je vais venir tout simplement rouler le biscuit très délicatement dans le torchon. Je le laisse rouler comme ça et je vais le laisser refroidir je pense totalement, ou en tous les cas pendant au moins 30 minutes.
Ce qui fait qu'on peut revenir à nos moutons, ou plus précisément à notre pâte de blinis vegan. Alors voilà, honnêtement je suis un peu embêtée avec cette pâte. J'ai regardé du coup sur YouTube un petit peu comment les gens font leur pâte à blinis et elle ne ressemble pas à ça. C'est-à-dire elle ressemble à quelque chose de beaucoup plus liquide, en fait un peu comme une pâte à pancakes si vous voulez. En même temps je suis un peu partagée parce que je me dis bah ça reste une recette vegan, donc c'est possible que la pâte ne ressemble pas à la même chose, mais que le résultat ressemblera à la même chose, parce que ce sont des ingrédients différents. Et en même temps, j'ai quand même envie que ma pâte ressemble à quelque chose de normal, en tout cas de la cuisine omnivore. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'eau. Pourquoi de l'eau? On pourrait rajouter du lait végétal non sucré si on veut, mais honnêtement, comme il y a déjà pas mal de yaourt dans la pâte, ça changera vraiment pas grand chose. Et en plus de ça, j'ai vu dans beaucoup de recettes de blinis industriels qui certes contiennent des œufs, mais qui contiennent souvent vraiment genre 1 ou 2% de poudre d'œuf. Je crois que j'ai regardé sur la marque Carrefour classique, la Carrefour Sensation, et vraiment le pourcentage de poudre d'œuf était vraiment très léger, et par contre le premier ingrédient c'était de l'eau, sachant qu'il y avait à peu près 27% de farine, donc ça veut dire qu'il y a plus de 27% de farine. Donc bref, je parle beaucoup, du coup ce que je vais faire c'est que je vais mesurer un petit peu l'eau que je mets, et je vais mélanger jusqu'à obtenir une pâte qui ressemble plus à une pâte à pancakes. Donc je vais commencer peut-être avec 20 grammes d'eau. J'espère en faisant ça ne pas perdre la réaction de la levure chimique, mais honnêtement je pense que ça peut quand même faire la différence. Voilà, regardez avec 20 grammes d'eau, comme on obtient déjà quelque chose quand même de beaucoup plus lisse. Donc là ça me convient déjà mieux. Honnêtement je pense que c'est pas mal, je pense que je vais m'arrêter là. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais laisser reposer cette pâte au congélateur. Pourquoi au congélateur? Vous pouvez la laisser reposer au réfrigérateur, mais si vous la laissez reposer au réfrigérateur il faudra attendre 1 heure. Moi j'ai plein de trucs à faire pour cette vidéo, donc je vais essayer de speeder un peu le process. Du coup ce que je fais dans ces cas là c'est que pour 1 heure au réfrigérateur je mets 20 minutes au congélateur. Allez c'est parti, on se retrouve juste après. Et me revoilà, et pourtant je n'ai pas bougé, j'ai juste oublié de mettre une cuillère à café d'huile neutre. Ça remplacera un petit peu le gras qu'on peut retrouver tout simplement dans le jaune d'œuf, et comme ça ce sera un peu plus gourmand et un peu plus lié. Donc je vais mélanger tout ça. Et cette fois-ci je le mets vraiment au congélateur. Vous savez ce que c'est la vraie vie? C'est filmer une vidéo YouTube tout en devant publier un réel sur Instagram avec une nouvelle recette, parce que bah il est 18 h et que c'est l'heure à laquelle je publie mes réels sur Instagram. Donc regardez, cette fois-ci on est vendredi, et le vendredi je publie toujours une recette sucrée pour votre week-end, et là c'est une superbe recette de beignets en seulement 2 ingrédients. C'est juste extra simple, extra économique, hyper gourmand, ça plaît aux enfants comme aux grands. Quand on les déguste il y a un petit air de fête foraine, donc vraiment bah, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Maintenant que tout est publié et que je ne suis pas en retard, je vais pouvoir venir mettre dans ma casserole de quoi faire une ganache au chocolat pour aller en fait dans la bûche tout simplement. Je vais venir mettre tout d'abord de la crème liquide dans ma petite casserole. Alors la mienne est un peu épaisse parce que c'est une crème que j'achète en Allemagne pour faire de la chantilly, mais vraiment la crème liquide classique fait parfaitement l'affaire. J'ajoute une toute petite pincée de sel, ça va rehausser le goût, ainsi qu'une cuillère à café de café, vous savez, en granulé comme ça, qu'on achète en magasin bio. Je vais pas mettre une cuillère à café d'ailleurs, je vais mettre une demi-cuillère à café. Ça rehausse vraiment le goût du chocolat, mais c'est incroyable, c'est imperceptible, mais vraiment je vous assure, si vous faites des gâteaux au chocolat, etc., si vous avez du café chez vous, que vous faites du café dans une machine, réutilisez surtout le marc de café. Moi je faisais tout le temps ça dans mon deuxième restaurant vegan dans lequel j'étais chef. À chaque fois que je faisais un dessert au chocolat, je mettais toujours une cuillère à café au moins de marc de café, et je vous assure, les gens ils étaient en mode mais il y a quoi dedans, c'est trop bon, le chocolat est incroyable. Et bah c'est pas tant ça le chocolat, c'est le café les amis. Voilà, donc ça je vais venir le faire chauffer sur feu moyen. Et en attendant que ça chauffe les amis, parce qu'ici on ne chôme pas, et bien on va commencer à réaliser nos blinis, puisque la pâte est sortie du congélateur. Je vais graisser ma poêle de façon très inconventionnelle avec ce papier où il y a encore un petit peu de margarine dessus. Lorsque tout ça chauffe, je vais venir récupérer avec une cuillerée à soupe de la pâte à blinis qu'on va mettre directement dans notre poêle. Hop, je pousse avec l'autre cuillerée à soupe. On va essayer de faire quelque chose quand même d'à peu près rond. Après, hein, c'est pas très grave, c'est de la cuisine maison. Et je suis contente parce que là, je vois tout de suite que les petits tas sont quand même assez épais et un petit peu genre gonflés par la levure, donc ça c'est top. Ma crème est chaude. Vous voyez le café c'est déjà un petit peu dissous à l'intérieur. Je vais venir ajouter mon chocolat pour qu'il fonde vraiment tout doucement. Et j'ajoute les fameuses pistoles de chocolat vegan qui ont fait beaucoup parler sous ma recette de cookies vegan. C'est assez rigolo que ça vous ait fait parler. Vous étiez en mode mais elles sont énormes vos pépites. Bah oui c'est normal parce que c'est des pistoles et moi j'aime bien les grosses pépites. Donc c'est pas mal comme ça. Je vais venir mélanger mais je vais plutôt utiliser une spatule ou quelque chose en bois pour ne pas abîmer ma petite casserole. Et là en fait ce qui est bien c'est que vous pouvez directement éteindre le feu afin que le chocolat ne brûle pas. Et en fait dans la crème normalement le chocolat devrait fondre vraiment de façon super avantageuse pour former une ganache. Sans plus tarder, je me tourne vers mes petits blinis qui sont magnifiques. Franchement pour l'instant je suis trop contente. Je vais essayer de les retourner parce que j'ai l'impression que c'est le bon moment. Je veux pas non plus qu'ils soient trop grillés.
Je sais pas si vous verrez, mais regardez comme ils sont bien gonflés. On voit qu'ils sont quand même super épais. Ah! Mon dieu, j'étais sûre que ça allait m'arriver. Allez, c'est pas grave. Hop, je vais le replacer sur le côté en espérant que ça ne soit pas trop problématique. Voilà. Et bah écoutez, je suis super contente, ils sont trop beaux. Voilà, donc là je jongle entre ma ganache dans le coin de votre écran, que je mélange tout doucement afin que le chocolat fonde. Et puis bah du coup, mes petits blinis à retourner. Allez, on va y arriver pour celui-là. Oui! Trop beau! Je suis trop contente! J'ai mélangé 6 g de fécule de maïs avec un petit peu de crème de soja. Je vais venir ajouter ça à ma ganache pour pouvoir l'épaissir. En attendant, je continue à cuire le reste de mes petits blinis vegan. Les amis, mes blinis sont cuits, donc c'est le moment tant attendu de la dégustation. Je vais les tester comme ça, à sec j'ai envie de dire, sans cream cheese vegan, sans saumon fumé vegan. Franchement, ils sont hyper beaux, ils sont vraiment mais bien épais, j'adore. Regardez-moi ça, l'épaisseur, c'est juste magnifique. On va les ouvrir en deux. Ils sont bien moelleux, bien épais, ils sont juste magnifiques. Selon moi, ils ressemblent quand même pas mal à des blinis classiques. Trop bon. Allez, recette validée. Je parle la bouche pleine et je vous le dis, c'est addictif ces petites choses. C'est juste trop bon. Trop contente d'avoir une recette de blinis vegan. Allez là, pour Noël ça va être pépite. Les amis, on ne se déconcentre pas avec cette première réussite, même si je suis surexcitée et que c'était trop bon. On a notre ganache ici, regardez, qui a épaissi grâce à l'ajout de fécule de maïs. Donc ça c'est top, j'ai laissé à peu près 5 minutes sur feu très faible, hein. J'ai vraiment mis le feu minimum pour pas brûler mon chocolat. Mais j'ai continué à mélanger et de ce fait, la fécule, normalement, si j'ai bien vu, a commencé à faire effet. Donc maintenant on va rajouter un petit morceau de margarine vegan. Là je suis du coup sur feu éteint, parce que de toute façon la chaleur résiduelle va venir fondre tranquillement le morceau de margarine. Comme d'habitude, ça je pense qu'on ne le répétera jamais assez, pour la pâtisserie, utilisez toujours de la margarine en bloc, donc une margarine dure. Je sais qu'il y a la marque Astra qui est assez facilement trouvable. Moi c'est pas celle que j'utilise, c'est pas celle que je trouve qui est la meilleure, mais en tous les cas elle est très efficace et elle a l'avantage de se trouver partout. Vraiment, vous n'obtiendrez pas la même chose en termes de pâtisserie si vous utilisez de la margarine qui est, vous savez, dans une petite barquette en plastique. C'est vraiment beaucoup plus mou et moins gras. Comme c'est une ganache, on va avoir besoin de la laisser refroidir avant de la mettre dans notre bûche. J'espère vraiment que le biscuit à bûche va tenir, mais honnêtement, j'ai des petits doutes parce que je le trouve très fin. Et pour ce faire, on va venir en fait tout simplement mettre un film plastique au contact. Ça permet à la ganache de ne pas faire une sorte de peau un peu plus dure qui ferait que ça ferait comme des petits morceaux dans la crème, ce qui est pas forcément le plus agréable. Perso, comme on est en plein hiver, je vais venir mettre ça sur le rebord de ma fenêtre, comme ça va refroidir plus vite. Je viens de sortir les carottes du four. On voit que les carottes sont un petit peu asséchées, que la peau a un petit peu durci. Le but c'est quand même qu'elles soient assez cuites, mais qu'elles soient en même temps assez tendres. Il faut pas qu'elles soient non plus toutes molles, sinon elles vont pas se tenir. Pour l'instant je vais les laisser un petit peu refroidir et je vais m'occuper directement de la marinade. J'ai sorti tous mes petits ingrédients pour ma marinade. Dedans je vais mettre normalement de l'huile de colza. Mais écoutez les amis, je n'ai plus d'huile de colza. J'ai en acheté demain aux courses, comme ça j'en aurai pour mon prochain essai de cette recette. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire moitié huile d'olive et moitié huile neutre. Mais honnêtement moi je trouve qu'il faut quand même une huile riche en oméga 3 pour cette recette. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et puis 3 cuillères à soupe d'huile neutre du coup. Ensuite on va mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Alors mon vinaigre de cidre est extrêmement doux, je l'avais acheté chez Nose il y a quelques temps, mais sinon vous mettez du vinaigre de riz parce que c'est quand même quelque chose qu'on met quand même très couramment avec le poisson. Ensuite je vais également mettre une cuillère à soupe de sauce soja. Hop. Et là je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillerée à café de paprika fumé. Alors on pourrait évidemment utiliser de la liquid smoke, moi j'en ai dans mes placards personnellement, mais je me dis j'ai vraiment envie de rendre cette recette assez accessible quand même, donc j'ai pas trop envie non plus de partir dans des trucs extrêmes. Voilà, et je me dis la paprika fumée je pense que c'est quand même plus facilement trouvable. Et là, point très important de la recette pour un simili poisson, les algues. Donc on va venir se lâcher un peu sur les algues. Moi je vous conseille ce mélange là, qui est un mélange qu'on achète en magasin bio, c'est Marinoé et c'est la salade du pêcheur. Donc j'aime bien en mettre pas mal. Donc là on va partir sur 3 cuillerées à soupe, mais malheureusement je n'ai pas assez de salade du pêcheur pour en faire 3 cuillerées à soupe. J'ai quoi? J'ai une cuillère à soupe et demie à peu près. Et je vais venir compléter un petit peu avec ce que j'ai chez moi, c'est-à-dire de la kelp. Si vous avez d'autres algues, type par exemple algues nori, celles qu'on utilise pour faire les maquis notamment, vous pouvez en mettre. Simplement il faut le couper en tout petits morceaux. Et aussi l'algue nori c'est vraiment l'une des algues qui a le moins le goût d'iode je trouve. Donc c'est pas forcément le plus pratique non plus. Voilà, donc je vais venir prendre ma paire de ciseaux et couper des petits morceaux.
Je viens ajouter un petit filet de jus de citron, faut pas en mettre trop parce qu'on veut pas non plus quelque chose qui soit vraiment, comment je pourrais dire, qui attaque en bouche, vous voyez. Je mélange. Une fois que c'est fait, je la mets de côté et je vais venir récupérer mes carottes. Hop! Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mes carottes une à une et m'en occuper tendrement. Donc je coupe le bout. Là, on peut voir à l'intérieur la chair qui est vraiment belle. Et à ma connaissance, la peau est très salée. Donc on va en garder une partie, parce que vous allez voir, ça va être intéressant. Mais on va également en peler une partie. Donc je vais en enlever un petit peu. Hop, sur un côté. Mais honnêtement, j'y arrive pas, c'est tout collé. Alors ça, c'est quand même un problème, je trouve, de cette recette. C'est hyper dur à enlever. Bah, vous savez quoi, je n'arrive pas à enlever la peau. Donc bah, c'est pas grave, on va la garder du coup. Hein, on est comme ça, nous. Et on verra si c'est gênant au moment de la dégustation. Tenez, il y a un petit bout noir là au bout. Je le coupe, ça a un petit peu brûlé au four, c'est pas grave du tout. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tranches. Je vais essayer... Ça m'embête de couper dans ce sens-là, parce que vous voyez, c'est quand même assez dangereux, je trouve. Donc, je vais quand même essayer. De ce que j'ai compris, il faut quand même faire des tranches un peu épaisses, sinon après elles ne se tiennent pas. Voilà, donc là on a obtenu notre première tranche de simili saumon. Pour cette deuxième carotte, on va s'y prendre autrement. Déjà, je l'ai rincée sous l'eau, parce que je trouve que les premières carottes là sont extrêmement salées. Et c'est vrai que j'imagine que si on enlève la peau, forcément, c'est moins salé. Vous savez quoi, je vais essayer avec un économe. Ah, ça marche un petit peu quand même. Parce que ce serait bien que j'essaye avec une avec la peau et une sans la peau. Ah, ça marche, trop bien. Bah, écoutez, moi j'arrive à les éplucher avec mon petit économe comme ça. Donc celle-ci, bah, du coup, je vais l'éplucher, comme ça il n'y aura pas la peau de la carotte. Je pense que ce sera moins salé et ce sera peut-être même plus agréable en bouche. Et comme ça, j'aurai un test différencié avec les deux carottes. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je pense que ce sera vraiment plus agréable en bouche. De toute façon, on testera les deux. Mais c'est vrai que sur le saumon, il n'y a pas de peau. Donc je pense que ce sera plus ressemblant sans. Et là, du coup, je ne l'ai pas coupé en deux. Donc comme ça, je peux directement la couper tranquillement en tranches. C'est tellement plus facile, les amis. Trop beau, quoi. Ça y est, du coup, j'ai épluché 3 carottes sur 4. J'ai remarqué quelque chose, il faut vraiment des grosses carottes, hein, parce que si elles sont trop petites, du coup elles vont moins se tenir avec le même temps de cuisson. Donc il faut déjà des carottes de la même taille, et surtout il faut des grosses carottes, en tous les cas pour moi ce que j'ai fait, donc 1 heure de cuisson. Clairement il faut des grosses carottes. Si vous avez des petites carottes, bah peut-être réduisez quand même bien le temps de cuisson. Et peut-être que ça sera moins intéressant aussi, parce que peut-être que vous aurez moins la capacité, vous voyez, de faire des tranches à l'intérieur. Donc il faut quand même des grosses carottes. Et puis là je vais venir tout doucement, délicatement, les couvrir de la marinade. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais bien mélanger mes carottes. Donc je vais vraiment venir mettre de la marinade un peu partout en remuant délicatement avec mon Tupperware qui est fermé. Ensuite je vais le mettre au réfrigérateur jusqu'à demain. Le sujet, c'est que je filme cette vidéo, nous sommes vendredi, elle sortira normalement samedi ou dimanche, donc ça va aller très vite. Du coup je vous mettrai notre avis sur cette recette là et ce que je changerai pour la recette finale en commentaire de cette vidéo. Donc voilà, si j'ai oublié n'hésitez pas à me le dire parce que ça peut m'arriver et je le mettrai en commentaire épinglé, comme ça vous pourrez lire mon avis parce que sinon j'aurai pas le temps d'attendre une journée et de refilmer demain, il sera trop tard. En tous les cas ça m'a l'air absolument délicieux et honnêtement j'ai trop hâte de goûter. Alors là les amis, je vais pas vous mentir, c'est un grand moment de vérité. Je suis assez stressée. Bah écoutez, on va essayer de commencer à dérouler ça et voir s'il se déroule. Oula, par contre ça a bien humidifié le torchon, je sais pas trop si c'est normal. Du coup ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir mettre la ganache qui a bien refroidi. Hop, elle est restée plus de 20 minutes au frais, hein, mais déjà à partir de 15-20 minutes normalement c'est pas mal. En enlevant le papier film, on voit que ça n'a pas formé de petites croûtes sur le dessus. Et on va venir étaler tout ça avec une cuillère à soupe. Regardez la ganache, elle est super belle, j'adore. Trop contente de cette recette de ganache. Hop, je viens en mettre du coup sur mon biscuit et ensuite on va étaler tout ça assez finement. En laissant 1 cm au niveau des bords pour pas que ça déborde ensuite. J'ai goûté la ganache, elle est vraiment excellente. Je vais venir rouler mon biscuit. Alors il est vraiment très fin, hein. Je pense honnêtement qu'il faudra que je fasse la recette x2. Je le roule. Hop. Honnêtement il est vraiment pas mal. Alors je manque probablement un peu de pratique sur le sujet. Je vois qu'elle est pas roulée très serrée. Je pense que j'aurais dû faire plus serré. Je vais venir couper le bout à partir d'ici. Ah, c'est sympa quand même, mais c'est marrant, ça fait un peu crêpe, hein, je trouve quand même. Ça fait pas trop bûche. Je viens de goûter en termes de goût, par contre, c'est une tuerie, c'est trop bon.
Alors j'ai tenté quelque chose, j'ai mis un bout de bûche roulée sur le dessus pour faire, vous savez, une sorte de bûche mais qui soit un petit peu irrégulière. Clairement c'est pas le truc le plus beau que j'ai fait et il faudrait à ce stade faire une ganache, donc une ganache au chocolat pour pouvoir mettre un petit peu dessus un glaçage. Et vous savez quoi, j'étais en train de réfléchir à tout ça et honnêtement j'aurais dû faire plus de ganache parce que certes je pourrais en refaire et une un petit peu plus dure, vous savez, à base vraiment de lait de soja et de chocolat sans tout ce que j'ai mis d'autre dans la ganache, mais là en fait ça pourrait très bien aller au-dessus. Il faut juste faire des petites stries qui ressemblent un petit peu à du bois et en fait ça fonctionnerait extrêmement bien. Donc je pense que ce que je vais faire pour la prochaine fois c'est que je ferai juste plus de ganache et comme ça je pourrais me permettre tout simplement, hop, de mettre la ganache sur la bûche et de faire de jolies rainures façon bois. Écoutez, honnêtement je vais pas vous mentir, c'est pas la plus belle bûche que j'ai vue, mais c'est pas non plus la moins réussie. Regardez, j'ai fait des petites stries avec la ganache sur le chocolat pour rappeler un peu le côté bûche. Et écoutez, bon, elle est un peu momolle quoi. Il faudrait vraiment que le biscuit soit un peu plus épais et se tienne un peu plus, mais honnêtement, je trouve pas que c'est non plus horrible quoi. Et au niveau du goût, autant vous dire qu'elle est délicieuse. Erwan l'a goûtée, il m'a dit qu'elle était excellente. Donc franchement, au niveau du goût, il n'y a rien à changer. Le petit ajout de café, encore une fois, a fait son effet, hein, ça je vous l'avais dit. J'ai fait une petite décoration au-dessus et ma foi, je suis plutôt satisfaite. Donc je vais travailler sur la recette, je pense que je devrais la refaire au moins 1 ou 2 fois, ça c'est sûr. Et comme ça je pourrais vous la partager en réel et en shorts au moment de Noël. Donc voilà, si l'idée de la recette vous a plu, n'hésitez pas à garder votre petit créneau pour cette bûche. Les amis, j'attends votre retour dans les commentaires sur ce format. C'est la première fois que je fais avec vous un format en fait qui soit un petit peu test ensemble dans ma cuisine. C'est un peu plus naturel entre guillemets, un peu plus spontané que lorsque les recettes sont préparées, ce qui est logique parce que cette fois-ci je vous ai proposé des recettes pour lesquelles je dois encore bosser pour vraiment vous les proposer au final. Moi ce que je trouve chouette c'est qu'avec cette vidéo je peux un petit peu vous transmettre aussi un tout petit bout de mon métier, ce que c'est que de tester les recettes, de rechercher, d'être vegan aussi dans un monde dans lequel aucune recette ou presque ne sont véganes, sauf bien sûr auprès de mes amies créatrices de contenu vegan. Mais je veux dire, notre culture culinaire n'est pas végane, donc il faut perpétuellement innover, essayer, rater, recommencer, et c'est normal. C'est aussi mon travail de le faire pour vous, pour que ça ne vous arrive pas, et pour que vous ne soyez pas embêtés dans votre cuisine le jour J. Dites-moi également en commentaire quelle recette vous tente le plus. Moi honnêtement je suis très satisfaite des 3 recettes, même si j'ai pas encore goûté comme dit le saumon fumé. Mais vraiment la bûche je trouvais que c'était mal parti et au final je la trouve quand même assez mignonne. En tous les cas je me dis ça fait pas professionnel vous voyez, mais c'est quand même sympa à pouvoir servir à ses amis ou à ses proches. En plus je trouve que finalement au niveau de la déco je me suis pas trop mal débrouillée. Et en termes de goût comme dit elle est juste trop bonne. Est-ce que vous saviez que je donne des cours de cuisine en live tous les mois? Ça arrive une fois par mois et ça coûte 15 € via mon blog payant. Il suffit de vous inscrire et ensuite vous avez accès à plein de recettes exclusives en plus de ce cours de cuisine. Et si vous voulez avoir uniquement accès aux recettes exclusives, eh bien ça coûte 6 € par mois. Merci infiniment aux personnes qui s'affichent à l'écran et qui me soutiennent déjà sur la plateforme. Même si c'est quelques euros par mois, pour moi c'est un soutien énorme puisque ça me permet de continuer à faire mon métier et à vous proposer plein de contenu, 95-99% de contenu gratuitement. Je ne radote pas, vous savez quoi faire pour me soutenir si vous le souhaitez. En tous les cas, j'ai super hâte de vous retrouver très vite sur une nouvelle vidéo YouTube. Dites-moi en commentaire les vidéos que vous voulez voir pour Noël. Vraiment, il faut absolument que je sache, comme ça je peux vous proposer les bonnes vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort. Merci d'être là, merci d'être aussi adorable. Et je vous dis à très bientôt!